1857, Théophile Gautier écrit La biche forcée à la neige est une toile de la hardiesse la plus simple et la plus originale. La neige de M. Courbet n'est ni grise, ni bleue, ni jaune. Elle est blanche, chose rare dans les effets de ce genre. Et le peintre a vaincu cette difficulté presque insurmontable avec un merveilleux instinct de coloriste. La biche tombée sur le flanc découpe sa svelte silhouette au milieu de cette blancheur étincelante. En mettant en valeur l'ombre colorée, Gustave Courbet ouvre sans le savoir un boulevard aux impressionnistes. En 1857 donc, il fait entrer la chasse dans la grande peinture en exposant aussi La Curée chasse au chevreuil dans les forêts du Grand Jura. 4 ans plus tard, il envoie au salon Le cerf forcé à l'eau, Le rut du printemps et 2 œuvres plus petites, Le piqueur et Le renard dans la neige. Cette année-là, il troque le pinceau pour la plume en proposant des articles sur la chasse à l'éditeur Charles-Paul Furne, dont le père avait publié La Comédie humaine de Balzac. Bien que devenu parisien, Courbet revient passer les automnes en Franche-Comté, où il partage battu et traque avec ses amis d'enfance. Le Jura compte alors quelques 1000 chasseurs, permis validés, sans compter les braconniers qui sont légion. Sous l'Ancien Régime, manant comme seigneur y chassait. Et ce n'est pas une loi de 1844 interdisant la chasse de nuit qui va changer quoi que ce soit. J'étais allé me promener à la chasse, j'avais la tête embrouillée. J'avais besoin de prendre de l'exercice. La neige était superbe, mais il se trouve qu'elle est défendue. J'ai déjà tué 3 lièvres. Je suis devenu un braconnier enragé. Durant l'hiver 1858-1859, Courbet se rend à Francfort. L'Allemagne devient sa référence cinégétique. On a tué 6 cerfs, dont une biche que j'aurais pu tuer aussi si j'avais été impoli. Quand on est allé aux chasses d'Allemagne, on n'a plus envie d'aller chasser à Flagey. Dans ces tableaux de chasse, les autoportraits sont récurrents. Il faut y voir une manière d'hommage à Rembrandt et à d'autres maîtres de la peinture. Car c'est lui qui donne ses lettres de noblesse à la peinture animalière, art peu prisé en France contrairement au goût observé outre-Manche. Par ailleurs, ces tableaux naturalistes se vendent bien. Il en peint, dérivés ou non des originaux, environ 130. C'est un terrain neutre, où chacun s'entend et qui abonde dans la ferveur que l'on a pour le paysage et les animaux. La Curée est le premier tableau de Courbet à traverser l'Atlantique. Gustave vend beaucoup. Il appelle ses acheteurs ses actionnaires. Il écrit ceci à Alfred Bruyas. 25 000 francs, 100 000 francs, ces chiffres-là ne signifient rien pour moi. Mais pour les amateurs et pour le public, c'est la pierre de touche. Courbet ne craint pas de distordre le réel. Dans La Curée ou Renard mort, la taille des arbres est telle qu'elle donne au gibier mort une dimension majestueuse, solennelle. Et que dire du rut au printemps quand on sait que le cerf copule plutôt à l'automne ? Courbet transpose. Il n'y a guère de cerf à Ornans, certes, mais c'est un animal royal. Et puis, pour le figer, l'artiste ne craint pas de peindre d'après un trophée de 12 corps qu'il a abattu lui-même. L'art prime sur le réalisme avec ses paysages plus ressentis qu'observés. Comme avec son enterrement à Ornans, Courbet choque par son égalitarisme. Le critique et dramaturge Edmond About écrit à propos de La Curée. L'égalité de tous les corps visibles, le chevreuil mort, l'homme qui l'a tué, la terre qui le porte et l'arbre qui l'ombrage ont à ses yeux le même intérêt. Il affecte de ne pas choisir et de peindre tout ce qui se rencontre, sans préférer une chose à l'autre. Et comme il a toujours à sa disposition les mêmes qualités de peinture solide et succulente, son atelier ressemble à ces restaurants où les maçons trouvent bouillon et bœuf à toute heure. Dans La Curée, on observe un léger désintérêt pour la proie. Courbet chasseur se distingue à peine du tronc sur lequel il s'adosse, semblant ainsi fusionner avec la forêt. Le chasseur est un homme d'un caractère indépendant, qui a l'esprit libre, ou du moins le sentiment de la liberté. C'est une âme blessée, un cœur qui va encourager sa langueur dans le vague et la mélancolie des bois. Sauvagerie, empathie, mélancolie, tout cohabite. Kerstin Thomas écrit. Comme de nombreux traités de chasse le soulignent, l'empathie représente l'une des conditions fondamentales de la chasse. Seul celui qui se projette dans l'animal peut tenir ses foulées. La fascination et même l'identification à la bête n'exclut pas la détermination de chasser et de tuer. À un instant barbare des instants dans la chasse, Platon opposait déjà la bonne chasse, c'est-à-dire une chasse morale
parce qu'observant des règles culturellement définies. Cependant, Courbet a plus d'un tour dans sa besace. Il n'ignore pas que dans l'Antiquité grecque, la chasse jouait le rôle du rite initiatique. Elle éduquait les jeunes hommes, pas les femmes bien sûr, destinés à devenir des citoyens de la cité. Kerstin Thomas poursuit. À un débridement barbare des instincts dans la chasse, Platon opposait déjà la bonne chasse, c'est-à-dire une chasse morale parce qu'observant des règles culturellement définies. Dans l'atelier du peintre, Gustave Courbet se situait à l'intersection de deux mondes. En faisant se côtoyer sauvagerie et culture sublimée, nature et société, le peintre devient celui qui englobe la vie, via son art. À la souffrance de la proie répond donc la mélancolie du chasseur qui ne fanfaronne jamais. Nous sommes bien loin de Tartarin du Tarascon, cher à Daudet, lequel Daudet, en 1871, ne sera pas vraiment dans le même camp que Courbet.